Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité de ce soir, à qui appartient réellement Madagascar? Il n'y a pas si longtemps, le président de la République pour la Fondation déclarait dans les médias que nul ne serait exclu de la concertation nationale qui doit se tenir dans le pays. Hier, pourtant, le gouvernement a annoncé que le président Andrazoen n'avait pas été invité, alors même que le FFKM avait affirmé que tous les anciens présidents avaient reçu une invitation. S'agirait-il alors d'une réunion familiale ou d'une concertation réservée uniquement à ceux qui ont soudainement obtenu le pouvoir? Un édito de Jean-Claude Ndjamalal. Il est désormais clair qu'une concertation nationale sera organisée dans notre pays dans le but de rassembler toutes les propositions afin d'éviter toute nouvelle crise politique. Il est bien précisé qu'il n'a jamais été question de réconciliation jusqu'ici. L'annonce du colonel Michael Rangenirin, président du Comité pour la refondation de la République, le 6 novembre dernier sur la chaîne TVM, selon laquelle personne ne devrait être exclu et que tout le monde pourrait participer, serait-elle donc erronée? Les 4 dirigeants du FFKM ont confirmé cette position, réitérée hier encore lors d'un point de presse. Pourtant, quelques heures après l'annonce du FFKM, le gouvernement a soudainement publié une déclaration démentant l'invitation faite au président Andrazoen et son épouse. Selon toujours ce démenti, le FFKM se serait trompé dans sa communication, alors que ce sont justement eux les auteurs de cette annonce et de ces invitations. À première vue, tout porte à croire que les dirigeants ont été totalement pris de court en apprenant que le président Andrazoen et son épouse avaient été invités à cette concertation nationale. Qu'est-ce qui aurait poussé le gouvernement à publier une déclaration aussi urgente si réellement le couple présidentiel n'avait pas reçu d'invitation? Néanmoins, on imagine mal que le couple Rajoelina se rende à cette concertation sans avoir reçu d'invitation officielle. Ce qui prête à sourire dans cette affaire, c'est que la divergence entre les dirigeants apparaît au grand jour. L'autorité morale des responsables religieux du FFKM est ébranlée. Par ailleurs, les OMC régionales sont soudain mises en branle et les comités de vigilance communautaire doivent à nouveau être mobilisés. Les citoyens s'interrogent alors si l'éventualité d'un retour de Andrazoen à Madagascar est tellement redoutée à tel point que les autorités de la refondation de la République imposent autant de restrictions à son sujet. On peut aussi y voir une faiblesse de pouvoir face aux critiques venant des activistes sur Facebook et de ceux qui affirment avoir lutté pour arriver à la situation actuelle. Ce ne serait pas la première concertation nationale organisée dans le pays, mais les débats ont toujours porté sur la nécessité d'inclure tout le monde pour éviter l'exclusion. Il s'agit bien d'œuvrer pour l'intérêt national commun et non pour servir les intérêts d'un groupe particulier. En économie, Erland Tourakutoarsou est le nouveau président du GEFP, groupement des entreprises franches et partenaires, pour les 2 prochaines années. Sa priorité est de rechercher de nouveaux marchés en dehors des États-Unis. Il appelle également l'État à accélérer le remboursement du crédit TVA qui leur est dû, un montant qui avoisine les 100 milliards d'ariary. Reportage. L'Assemblée générale du GEFP et l'élection du président ainsi que des membres du conseil d'administration pour les 2 prochaines années se sont tenues hier. Erland Tourakutoarsou, ayant déjà occupé ce poste en 2020, a été élu président et succède ainsi à Béatrice Chanchinyu. Le nouveau président du GEFP a réaffirmé la nécessité de clarifier les règles encadrant les entreprises franches et de maintenir le régime spécifique, indispensable au développement de ce secteur. Concernant l'exportation textile, il a annoncé qu'il recherchera de nouveaux débouchés en dehors des États-Unis à la suite de la fin de l'AGOA, qui rend l'accord commercial plus fragile étant donné la concurrence. Le GEFP a aussi appelé l'État à rembourser dans les plus brefs délais les crédits TVA d'un montant de 100 milliards d'ariary. Il est à rappeler que le secteur de l'exportation textile représente 19% du PIB.
Dans les actualités sociales, face aux menaces et aux catastrophes liées aux crues en cette période de pluie, la CPGU ou Cellule de prévention et de gestion des urgences, un organisme rattaché à la primature, a remis hier à IVAT des matériels et des équipements d'intervention au CPC, Corps de protection civile, au sein de l'armée malagasy. Des matériels tels que des bateaux, des sirènes servant d'alarme en cas de danger imminent, un groupe électrogène et bien d'autres prêts à l'emploi qui serviront aux militaires du CPC pour les interventions d'urgence et de sauvetage pendant la montée des eaux et autres accidents liés à cela. Selon la secrétaire exécutive par intérim de la CPGU, Bakunirina Rabevuic, ces dons ont été rendus possibles grâce au projet PRRC financé par la Banque mondiale. Et direction à présent à Tuamasin, où un homme connu pour ses escroqueries par téléphone et pour avoir usurpé des fonctions officielles est actuellement entendu par la police de Tuamasin en attendant sa présentation devant le parquet. Cet individu habitué à tromper ses victimes a été interpellé le 7 décembre dernier à Mangarif chez Tuamasin. Felana Ragutorsoul pour plus de détails. L'homme prétendait pouvoir placer des personnes à des postes à responsabilité au sein de l'administration. Il avait déjà usurpé l'identité d'un médecin à Tanamaku, Tuamasin. La victime n'avait pas cédé et avait déposé plainte auprès du commissariat central de Tuamasin en septembre 2023, signalant qu'une personne l'avait contacté pour réclamer 10 millions d'ariars. Le 4 décembre 2025, le médecin a de nouveau reçu un appel similaire, cette fois sous un autre nom et avec des propos différents, réclamant encore de l'argent. Après vérification du numéro, le médecin a reconnu qu'il s'agissait du même individu et a immédiatement informé la police. La police nationale a alors lancé une enquête et tendu un piège à l'escroc, ce qui a permis son arrestation le 7 décembre à Mangarif. Lors de son interrogatoire, il a avoué ses méfaits. Rappelons que la loi interdit strictement les escroqueries et les usurpations de fonctions, des actes passibles de prison. Et selon SOS Village d'enfants, beaucoup reste à faire pour garantir pleinement les droits des enfants et assurer leur bien-être à Madagascar. L'organisation souligne qu'il est essentiel de repenser les stratégies actuelles pour mieux répondre à la réalité des enfants dans le pays et préparer les 5 prochaines années d'action. Chaque année, plus de 5000 enfants sont pris en charge par SOS Village d'enfants, une organisation caritative qui veille sur leur protection et leur épanouissement. Présente dans cette région de Madagascar, l'association constate que de grandes lacunes persistent dans la protection des enfants au sein des communautés. En collaboration avec les magistrats, SOS Village d'enfants identifie les enfants en difficulté ou en situation de vulnérabilité pour pouvoir leur offrir un suivi adapté. L'organisation travaille également avec les communautés et différents partenaires pour répondre à la forte demande d'encadrement et de protection. Selon l'association, les enfants doivent avoir leur mot à dire dans la construction de leur avenir et il est crucial d'évaluer ce qui est approprié ou non pour eux. Le plan stratégique actuel vise à améliorer la prise en charge et le bien-être des enfants sur les 5 prochaines années. Dans la page sportive, après la victoire arrachée avec détermination par l'équipe nationale malgache de basket lors de la Coupe d'Afrique le week-end dernier, les félicitations et marques de reconnaissance se multiplient pour saluer la performance. Hier, une entreprise de télécommunications a remis une prime de 52 millions d'ariars aux 8 joueurs qui composent l'équipe. Cette société fait partie des partenaires qui soutiennent les athlètes malagasy dans leur parcours sportif et leur offre des opportunités pour progresser vers le professionnalisme dans leurs disciplines respectives. Les équipes nationales Ankwai, aussi bien masculines que féminines, ont réaffirmé leur engagement, continuer à donner le meilleur d'elles-mêmes pour honorer les couleurs malagasy. Et parmi les 7 ligues concernées, seules 2 n'ont pas encore élu leur président dans la discipline de la pétanque, Analamang et Matiachambuni. Ces élections initialement prévues samedi dernier n'ont pas pu se tenir.
Le comité spécial chargé d'organiser les élections au sein de la fédération de pétanque a décidé de reporter le scrutin à demain. Quant à l'élection du président de la fédération, elle se tiendra le 27 décembre avec un unique candidat déclaré. Anzara Zanarville. Le comité électoral de la pétanque a donné des explications à la presse concernant le report des élections dans les ligues Analamang et Matiachambun. Le scrutin n'a pas pu se tenir samedi dernier. Dans la ligue Matiachambun, 2 candidats étaient en lice et il a été difficile de les départager. Pour ce qui est de la ligue Analamang, l'élection n'a pas pu avoir lieu en raison du refus d'un groupe de personnes de laisser le processus se dérouler. Les 5 autres ligues à Lochamangour, Atsnanan, Vaknakarach, Itas et Menabe ont déjà pu élire leur président. Il ne reste donc plus qu'à tenir les scrutins d'Analamang et de Matiachambun demain. Enchaînant avec les actualités internationales, plus de 1 million de personnes ont évacué les régions frontalières de Thaïlande et du Cambodge, où les combats qui se poursuivent mercredi ont fait au moins 12 morts, amenant Donald Trump à s'engager à intervenir pour arrêter les hostilités. France 24. La Thaïlande et le Cambodge se rendent coup pour coup. Ici, c'est un casino au Cambodge frappé par l'armée thaïlandaise. Là, on voit des soldats thaïlandais en train d'abattre un drone cambodgien. Les habitants des 2 côtés de la frontière ont été pris de court, comme ces écoliers cambodgiens évacués dans l'urgence. 10 personnes sont mortes depuis dimanche, et chaque camp accuse l'autre d'être à l'origine de ce nouveau pic de tension. 150 000 personnes ont dû fuir les zones frontalières ou se sont mis aux abris, aussi bien au Cambodge qu'en Thaïlande. On veut que ça s'arrête. Nous, les villageois, on s'est mis à l'abri. Je ne veux pas que ça s'éternise. Je suis désolée pour nos soldats. Ils ne sont pas rentrés depuis 3-4 mois. Des soldats thaïlandais qui hissent fièrement leur drapeau dans une zone disputée. Les différends territoriaux ne manquent pas entre les 2 pays qui contestent en plusieurs points le tracé de la frontière hérité de la colonisation française, notamment au niveau de Preaviar. Ce temple khmer appartient au Cambodge, mais les terres tout autour sont revendiquées par la Thaïlande. Résultat, les 2 pays s'y affrontent régulièrement. En juillet dernier, la situation avait déjà dégénéré. 5 jours de combats intenses qui avaient fait 43 morts. Un cessez-le-feu avait été négocié en octobre sous l'égide de Donald Trump, qui se posait alors en faiseur de paix. L'accord a été signé il y a moins de 2 mois. Il est déjà mis à rude épreuve. Et puis les autorités béninoises poursuivent leur investigation pour retrouver les responsables de la tentative de déstabilisation dans le pays dimanche matin. France 24. Retour au calme ce lundi matin à Cotonou. Dans les rues de la capitale économique béninoise, la circulation a repris, tandis que les populations vaquent à leurs occupations. Je remercie l'armée béninoise qui a effacé cette honte pour le Bénin, qui a sauvé la nation béninoise. Ça dit pour moi, et cet échec des putschistes. On est soulagé parce que l'ordre républicain a été rétabli. Mais dans l'avenir, il faut éviter que pareille chose n'arrive. Le chef de l'État doit dialoguer et prendre en compte la plupart de ces revendications et pour que le pays reste en paix. Le palais présidentiel, théâtre d'affrontements la veille, est sécurisé par des militaires de la garde républicaine. C'est devant ce bâtiment qu'est réapparu le président Patrice Talon dimanche soir, après des heures de haute tension, avant de s'exprimer à la télévision nationale. Un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Quelques heures plus tôt, une tentative de coup d'État a été déjouée par les autorités béninoises. Un groupe de 8 militaires armés apparaît à la télévision nationale, le Comité militaire pour la refondation, qui annonce destituer le président Talon. Ils justifient leur acte par la dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays et accusent le président de bafouer les libertés fondamentales. Pour neutraliser les putschistes,
Le gouvernement béninois a fait appel à l'armée nigériane qui a mené des frappes aériennes sur Cotonou et déployé des militaires au sol. Plus tôt dans la journée, sur mes ordres, les forces armées nigérianes se sont vaillamment dressées en tant que défenseurs et protecteurs de l'ordre constitutionnel en République du Bénin. Des forces qui doivent être rejointes par des troupes venues de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire et du Ghana, envoyées par la CEDEAO. Quant aux auteurs de la tentative de putsch, une douzaine de militaires ont été arrêtés selon des sources sécuritaires, alors que son commanditaire, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, est activement recherché. Pour terminer, le rôle de Jared Kushner dans le financement de l'offre de 108 milliards de dollars de Paramount pour Warner Bros. Discovery fait s'immiscer les intérêts de la famille Trump dans l'une des plus âpres batailles médiatiques depuis des années, soulevant plusieurs questions sur l'influence potentielle du président. France 24. Les jeux semblaient faits et Warner Bros. Déjà acquise à Netflix. Mais Paramount n'a pas dit son dernier mot. Son patron, David Ellison, vient de mener une contre-attaque surprise. L'entrepreneur de 42 ans a court-circuité le conseil d'administration du géant d'Hollywood et présenté une offre de 108 milliards de dollars. Nous pensons que notre offre renforcera Hollywood. Elle est dans l'intérêt de la communauté créative, des consommateurs et de l'industrie cinématographique. Nous pensons qu'ils bénéficieront d'une concurrence accrue, d'une augmentation des dépenses en contenu et des sorties en salle, ainsi que d'un plus grand nombre de films dans les salles grâce à la transaction que nous proposons. Vendredi dernier, Warner Bros. Avait dit oui à Netflix pour 83 milliards de dollars, préférant la plateforme de streaming à Paramount, une opération surveillée de près par la Maison-Blanche. Donald Trump a beau être réputé proche du gestionnaire de la Paramount, il défend sa neutralité dans le dossier. Je dois voir quelle part de marché elles détiennent. Nous devons voir la part de marché de Netflix, celle de Paramount. Je veux dire, aucune d'entre elles n'est particulièrement une grande amie à moi. Vous savez, je veux juste faire ce qui est juste. La potentielle alliance du géant du streaming avec Warner inquiète aussi Hollywood. Dans un secteur déjà bousculé par l'intelligence artificielle, beaucoup redoutent une baisse de l'innovation et des réductions d'emplois. La possibilité d'un rachat par Paramount a donc de quoi apaiser certains. Quels prétendants choisiront les actionnaires? Réponse d'ici le 8 janvier 2026. Jour de l'expiration de l'offre de Paramount, sous réserve d'autres coups de théâtre d'ici là. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée en notre compagnie.